C'est beaucoup d'analyse, de discussion, de réflexion, jusqu'à arriver à la décision finale. Grand Brésil, Ronaldinho, Ronaldo. Il y en a pas mal, mais si je dois en sortir un, Mbappé. Ce bonhomme là, c'est pas Zizou. Là, c'est pas Zizou. Putain, c'est le truc. Je vais faire le choix du cœur, je dirais Ronny, parce que voilà, il a laissé sur son passage un héritage extraordinaire. Lucas peut jouer ici, peut jouer là, c'est le l'attaquant. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 29 de Jeux en Triangle. On approche tranquillement des 24 heures d'enregistrement en cumulé, messieurs. Oula, belle stat. Ouais, c'est toujours aussi, je crois qu'on est à 22 heures, un truc comme ça. C'est toujours aussi plaisant en tout cas. Salut Geoffrey et David, comment ça va messieurs? Salut messieurs, ça va très bien et toi? David il pense qu'à la sieste là. Peut-être prendre un café. Sieste à Gare de Lyon, 13h50. Petite, j'espère que t'as une place fenêtre. J'espère aussi que je suis pas en carré famille. Ah oui. Ou le carré famille. Gros débat sur Twitter. Bon, si t'es sur le carré famille. bah, bien sûr. Ouais. Si t'es en carré famille, tu pourras demander aux gens qui sont autour de toi de peut-être partager notre épisode, de mettre des likes. Ça fera toujours 3 personnes de plus abonnées à Jeux en Triangle. Et vous, amis auditeurs, continuez de le faire aussi, évidemment. Pour cette semaine de finale de Ligue des Champions, on a décidé de revenir sur 3 grands attaquants au sens propre et figuré qui n'ont jamais remporté ce titre majeur européen. Un épisode rétro à 95% puisqu'il y en a un qui est vraiment sur la fin. On va évoquer Ruud van Nistelrooy, David Trezeguet et Zlatan Ibrahimovic, donc qui fait un petit peu de rap mais qui devrait quand même raccrocher les crampons sous peu. 3 maîtres des airs qui n'ont pas eu leur dessert puisque leur palmarès est désert en Ligue des Champions. C'est parti pour un cours de rime Merci riche. Necfeu. On se lance donc pour l'échauffement où on ne va pas slammer mais rappeler des souvenirs. David, si tu veux te lancer. Et ben moi, ça sera sur notre ami Ruud. Ruud, ça sera vraiment un souvenir de stade du fameux Olympique Lyonnais des grandes années contre Manchester United à Gerland. Un fameux 2-2 avec un doublé du néerlandais. Mais moi, ce qui m'avait surtout marqué, c'était un peu les prémices, les débuts de vraiment Cristiano Ronaldo et qui s'était fait éteindre par Eric Abidal en première mi-temps, mais vraiment éteindre, et qui à la mi-temps avait choisi de passer du côté de Toto Réveillère. Et alors là, c'était open bar. allumé là. Et Dieu sait que j'aime Toto Réveillère, mais alors il y avait eu 2 salles, 2 ambiances, quoi. C'était vraiment... Et en fait, Van Nistelrooy signe un doublé dans sa pure tradition, en renard des surfaces, tel qu'on aime. Donc c'est vraiment un souvenir. Ce match est un souvenir marquant en soi, parce que à chaque fois que je pense à Manchester, je pense à ce match où j'étais dans les tribunes Jean-Bouin, et c'est un peu les prémices de ce on va pouvoir voir de l'OL en Coupe d'Europe, quoi. Moi, pour Ibrahimovic, c'est vraiment le souvenir de son arrivée à Paris. Sa signature, où vraiment Paris avait mis les petits plats dans les grands, gros effets d'annonce, grosse présentation. Et bah, j'ai eu que deux fois cette sensation-là d'être impressionné par un joueur qui arrive en Ligue 1. C'était évidemment avec Neymar, donc merci Paris à ce niveau-là. Vraiment cette sensation de se dire à ce moment-là, ok, bon, grâce au PSG, à ses investissements, c'est vrai qu'on a la chance de voir de tels joueurs débarquer en Ligue 1, ce qui était complètement improbable avant, et de se dire, ok, finalement, la Ligue 1, ça peut vraiment devenir un peu sympa, et certes, il va plus trop y avoir de concurrence pour le titre, mais c'est quand même cool de voir Ibrahimovic jouer tous les week-ends sans être obligé de regarder des matchs de Serie A entre le Milan et Bologne ou je ne sais qui. Donc vraiment, je me rappelle d'avoir accueilli cette signature-là avec beaucoup de plaisir et d'excitation en fait. Pour David Trezeguet, c'est un souvenir de stade, un souvenir très jeune. J'avais 9 ans. C'est en 99 et en fait c'est Francis Land. C'est le dernier match de qualif pour l'Euro 2000. Et en fait la France doit gagner pour se qualifier, pour finir première de son groupe et éviter, je crois, un barrage. Et en même temps il y a Russie-Ukraine. Et la Russie doit battre l'Ukraine ou ne pas perdre en tout cas pour nous permettre aussi de passer devant. Et en gros, c'est un match où très rapidement on mène 2-0 à la mi-temps et on prend 2 buts par l'Islande qui n'est pas encore l'Islande qu'on a pu voir après à l'Euro 2016 et tout. À l'époque, l'Islande c'est vraiment un petit pays de football.
Et même si on avait déjà galéré au match aller de souvenir là-bas. Et genre, déjà dans mon souvenir, c'était un but beaucoup plus tardif, genre un peu un truc miraculeux à la 90e. Et au final, quand j'ai été regarder le résumé qui est disponible sur YouTube, vous pouvez y aller avec les commentaires de Thierry Roland, Jean-Michel Larquet, c'est toujours un immense plaisir. C'est un but à la 70e minute, mais un vrai but de renard, c'est-à-dire en gros c'est corner, une reprise de la tête de De Sailly, je crois. Le gardien qui la repousse un peu n'importe comment juste devant lui, et Trezeguet qui est là pour finir. Voilà, un vrai but à la Trezeguet comme on va pouvoir le connaître après. Et en fait, voilà, c'est le but qui qualifie l'équipe de France pour l'Euro 2000, le but qui va lui permettre à lui de mettre le but le plus iconique de sa carrière en finale de l'Euro 2000, son but en or. Donc du coup, je trouve que c'est une belle... c'est un beau moment parce que en fait, c'est un petit truc, et sans ça, n'existe pas à la fois l'épopée de l'Euro 2000 et à la fois ce moment qui va lui le faire rentrer dans la postérité de l'équipe de France. Donc du coup, c'est un beau moment, je trouve, de Trezeguet. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Thierry Roland dit c'est son 3e but en équipe de France, c'est probablement le plus important. Et Jean-Michel Larquet, qui a toujours des intuitions incroyables, dit pour l'instant. Et je trouve au final cette phrase avec le recul assez forte. Et voilà, c'est très Jean-Michel Larquet. On aura l'occasion de revenir sur ce but très important de David Trezeguet par la suite. C'est parti pour le match. On va faire un match, mon gars. Un match de chez match, on appelle ça. On commence avec Zlatan Ibrahimovic, le géant suédois d'1m95 qui a 40 ans aujourd'hui. Ça avait commencé du côté de Malmö pour lui, ensuite de l'Ajax entre 2001 et 2004, la Juve pour 2 saisons, l'Inter pour 3 saisons, le Barça pour 2 ans, mais finalement pour 1 an parce qu'il y a un prêt au Milan avec lequel il s'engage définitivement pour 1 saison, et ensuite le PSG, 4 ans en Ligue 1, où il a marqué l'histoire du club avant de rejoindre Manchester United. Il y a eu aussi les Los Angeles Galaxy après, et puis un retour au Milan où il évolue depuis 2020 à un niveau toujours très correct, même si là ça devient plus difficile physiquement. Bon, Ibrahimovic, c'est quand même, là quand on vient de relire son CV, son parcours, c'est l'un des parcours les plus prestigieux quand même parmi les top joueurs européens quand on voit tous les clubs qu'il a fait. C'est l'un des joueurs les plus iconiques de ces dernières années et peut-être même de l'histoire du football. C'est un vrai personnage, un footballeur extraordinaire. C'est un nom qui marque en fait Ibrahimovic. C'est un joueur un peu comme un chat, quoi. Il a 7 vies, quoi. J'ai l'impression qu'il a eu énormément de choses différentes qui lui sont arrivées dans son parcours. C'est un joueur qui déjà mentalement est fait d'un bois différent des autres. Peut-être parce que enfance, pour ceux qui veulent s'y intéresser un peu, il en parle pas mal. Il y a une biographie très intéressante de Zlatan, père absent, alcoolique. Et une mère qui se le fait, qui n'a pas pu le garder. Voilà, donc c'est vraiment un truc qui l'a marqué et tu sens qu'il s'est construit là-dedans. Et c'est un mec qui, en effet, a toujours su se réinventer, a su toujours rebondir. Il a quand même connu des énormes échecs dans sa vie. Il a connu à 35 ans une rupture des ligaments croisés. Et 5 ans plus tard, on est toujours là à se dire, ce gars-là, il joue un vrai rôle, même si en effet, comme tu dis, il est un peu moins influent et important, mais il joue un vrai rôle dans une équipe qui va potentiellement être sacrée championne d'Italie. Donc, qu'il est peut-être déjà au moment où l'épisode est diffusé. Hein. Là, c'est au moment où on parle. Et donc, du coup, je trouve ça vraiment impressionnant, cette capacité à avoir toujours su rebondir après les échecs, à avoir toujours été important pour les équipes où il jouait. C'est vraiment un joueur à part. Ouais, et puis je trouve que son parcours en club est représentatif un peu de l'image qu'on peut avoir de lui hors football. C'est que c'est soit tout blanc, soit tout noir. Il n'y a pas de gris, quoi. C'est soit t'aimes Ibra, soit tu l'aimes pas. Et je pense qu'il s'est imposé dans tous ses clubs. Il en a pas toujours laissé des bonnes images et des bonnes impressions. Je pense qu'à la Juve, les tifosi de la Juve, quand tu leur parles de Ibra, je suis pas sûr qu'ils sautent de joie. Mais c'est un joueur qui est marquant, aussi bien par son aura, quand on en arrive à se comparer à Dieu, c'est qu'on a quand même une certaine confiance en soi, mais aussi par des gestes et par des buts iconiques. Alors il y a ce fameux but avec la Suède
avec ce retourné du milieu de terrain, c'était contre l'Angleterre, je crois. Un amical contre l'Angleterre. Ouais. Contre l'Angleterre, ses buts en espèce de kung fu taekwondo, alors que le mec fait presque 2 mètres, et il a une gestuelle et une flexibilité qui est une souplesse qui est incroyable. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est comme tu l'as dit, Arthur, sur sa présentation, c'est que le PSG l'a présenté comme si c'était au final Dieu qui arrivait dans la capitale, et il a été ce facteur X qui a aussi fait passer le PSG dans une toute autre dimension, je trouve. En fait, quand on pense à Ibrahimovic, il faut s'accrocher pour aller lui trouver un défaut côté terrain. C'est un des joueurs les plus complets de l'histoire du football. Un des attaquants les plus complets de l'histoire du foot. C'est-à-dire qu'il est grand, mais comme tu as dit, capable d'être très souple. Il fait partie des attaquants grands et très techniques, ce qui est plutôt rare. Qui était rapide au moment où ça allait pour lui physiquement. Il l'est un peu moins aujourd'hui, mais un joueur qui a toujours été capable de prendre la profondeur, qui a toujours été capable de jouer de haut but, d'être très bon dans les airs. Et même dans sa palette de buts, je m'étais noté 58 buts du gauche, 58 buts de la tête, 78 pénaltys, 18 coups francs directs. Le mec sait absolument tout faire. Il n'y a rien qu'il ne sache pas faire, que ce soit dans les gestes de l'attaquant et même dans les gestes du footballeur. C'est même un bon passeur. Alors je ne sais plus si j'ai toutes ses passes, mais il y a presque 200 passes décisives en carrière. C'est énorme. Et tout ça va avec le fait qu'il a une expérience qui est incroyable. Forcément, pour un joueur de 40 ans, c'est logique, mais il est à peu près 800 matchs, bientôt 500 buts, environ 200 passes, comme je viens de le dire. C'est une énorme carrière qu'il a réalisée. Ouais, clairement, et c'est vrai que c'est contre-intuitif, je trouve, quand on parle de Zlatan, on a un peu cette image de joueur justement en surconfiance et assez égocentré, mais finalement sur le terrain, je trouve que c'est un joueur qui, même s'il va pas travailler pour le collectif sans ballon, mais par contre avec ballon, c'est quelqu'un qui fait beaucoup jouer les partenaires, qui est même prêt à récompenser. J'ai un souvenir d'un match de Ligue des Champions, je crois contre Zagreb, où il fait 4 passes décisives dans le match, avec Paris, et il en fait une notamment pour O'Haro, qui à cette époque-là est vraiment en train de sortir de la rotation au PSG, et Zlatan il est vraiment sincèrement content d'avoir fait marquer O'Haro, et donc je trouve que on sous-estime aussi un petit peu son côté leader, c'est-à-dire que c'est un leader parfois décrié par son impact sur le terrain, on va en parler par rapport à la Ligue des Champions par exemple, mais les joueurs qui ont joué avec lui, qui ont été dans le vestiaire avec lui, quasiment personne pour trouver des choses vraiment mauvaises à dire sur Zlatan. Il pouvait être très compliqué à vivre parce qu'il y avait une exigence au quotidien, une envie de toujours aller chercher le meilleur chez les autres. Mais avec le recul, tout le monde se disait « Ouais, mais il le faisait pour le bien de l'équipe ». Et il y avait quand même une vraie appréciation de ce qu'était Zlatan. Ce mauvais côté qu'on peut lui reprocher en dehors des terrains, je trouve sur le rectangle vert et dans les vestiaires, a un vrai impact. Là, on le voit au Milan AC, où ça reste quand même une équipe assez jeune, avec un vrai manque d'expérience. Il a vraiment pris ce lead de meneur d'hommes, je vais être grossier, mais je vais venir te casser les couilles, je vais te reprendre quand tu fais un mauvais truc, mais c'est vraiment juste pour que tu puisses progresser et que tu arrives à un niveau auquel moi je souhaite que tu arrives pour qu'on puisse soit gagner la Serie A et faire une meilleure performance en Ligue des Champions que celle qu'ils ont fait cette année, quoi. Alors on parle de Ligue des Champions, c'est justement un peu l'angle de cet épisode, ces joueurs qui n'ont pas réussi à gagner la Ligue des Champions malgré leur CV. Alors Ibra, c'est le 12e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, donc c'est très intéressant, mais il n'a jamais fait mieux qu'une demi-finale, il en a fait qu'une. C'était avec le FC Barcelone, cette fameuse demi face à l'Inter, on va pas tout refaire, mais l'Inter de Mourinho, Eto'o, arrière-gauche, etc. Bon, le terrible clin d'œil du destin pour lui, c'est qu'il quitte l'Inter la saison d'avant pour pouvoir gagner la Ligue des Champions avec le Barça, et il se fait sortir par l'Inter, mais c'est des histoires comme il en arrive très souvent en Ligue des Champions. Bon, Ibra, on lui a souvent reproché son manque d'impact dans les grands matchs de Ligue des Champions, son manque le fait de ne pas être assez décisif. Il y a une stat qui m'a marqué, son premier but à partir des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, il l'a marqué en 2010 avec le Barça, c'est-à-dire qu'avant ça, sur ses 6 premières saisons disputées de Ligue des Champions, il n'avait jamais marqué après la phase de poule. Et je trouve que ça représente un peu toutes les critiques qu'on a pu lui faire à ce niveau-là. Dans toute sa carrière, c'est seulement 10 buts à partir des huitièmes de finale de Ligue des Champions, ou d'écart, parce qu'à l'époque, c'était une deuxième phase de groupe et ça passait directement en quart. 10 buts sur cette phase-là de la compétition, c'est autant que Benzema sur cette seule saison, par exemple. Donc, c'est vraiment un point noir du parcours d'Ibra.
Ouais, clairement, c'est là où le bas blesse et on a pu le voir avec le PSG, même si à Paris, au moment où il est arrivé, le PSG était encore dans une phase de progression. On n'attendait pas qu'il amène forcément le PSG jusqu'à la victoire finale en Ligue des Champions. Mais un des matchs les plus iconiques de la période QSI, c'est ce match retour à Chelsea, à Stamford Bridge, où ça fait 2-2 en prolongation. Et le match est iconique parce que le PSG joue à 10, parce que Zlatan s'est fait expulser. En fait, je trouve que c'est encore une fois assez symbolique de ce joueur qui passe. C'est pas qu'il passe vraiment à côté des grands rendez-vous, mais c'est qu'il est toujours. La pièce, elle tombe toujours du mauvais côté pour lui. Et je trouve qu'il y a aussi un côté malchance, ou en tout cas ne pas être là au bon endroit au bon moment. Mais quand ça se répète, bah, du coup, ça peut plus être un hasard. C'est-à-dire que le hasard, ça marche une fois, mais ça marche pas non plus 10 fois, quoi. Ouais, je parlais de l'Inter, mais je crois d'ailleurs qu'il part du Barça et le Barça gagne l'année d'après. Le Barça gagne 2009 et 2011. Ouais, c'est ça. Les 2 années où il est pas là, et lui, quand il est là, c'est l'Inter qui c'est gagne. ça, en fait. C'est vraiment le chat noir par excellence. Et comme tu dis, quand ça se répète au bout d'un moment, c'est tout sauf un hasard. Et je trouve que ce carton rouge, c'est un peu la symbolique de ce que pouvait être Ibra un peu par moment. C'est ce côté tête de con qui ressort impulsif. Je crois sur sa carrière, il prend 15 cartons rouges. Pour un attaquant, c'est quand même beaucoup. Alors oui, il a plus de 800 matchs, mais au final, c'est souvent des cartons. C'est pas des cartons dans le jeu à proprement dit, quoi. C'est vraiment un acte de ragerie ou contestation. Un carton qui vient parce qu'il y a une contestation et du coup derrière quand il a fait la faute ça fait carton rouge. C'est vraiment le mauvais côté d'Ibra qu'on peut avoir ici et qui rajoute encore plus à cette entre guillemets malédiction de la Ligue des Champions où il n'a jamais vraiment réussi à s'imposer et à montrer ce leadership qu'il peut avoir en championnat qu'il n'a pas réussi à montrer dans des confrontations directes où c'est vraiment le mental qui joue, quoi. Ce qui est intéressant aussi avec Zlatan, c'est qu'il a atteint son prime. Je pense qu'on est d'accord pour dire que son prime, il l'a atteint quand il était au PSG finalement. Je pense qu'il avait jamais été aussi bon. Avec le Milan, il fait une grosse saison aussi avant, mais c'est sur cette période-là, donc ça fait déjà 10 ans, ça ne me rajeunit pas tout ça, mais il avait 30 ans donc à l'époque. Donc il a atteint son prime vers 29-30 ans. Plutôt rare pour un attaquant, ça fait un peu penser à Benzema finalement, qui n'a jamais été aussi fort que quand il est arrivé à plus qu'à maturité. Il a quand même 33-34 ans. C'est intéressant, mais c'est forcément, ça va avec le fait. Si Benzema est aussi fort aujourd'hui, c'est notamment grâce à sa condition physique parfaite. Et Zlatan, il a un physique de taillé pour jouer jusqu'à peut-être 42 ans, je sais pas. Ouais, c'est l'éthique de travail. Quand on disait tout à l'heure qu'il a un côté leader dans le vestiaire, à un peu montrer la voie aux jeunes avec son style à la Zlatan, ça passe d'autant mieux qu'il s'impose à lui-même la discipline qu'il impose aux autres. Donc du coup, il a ce respect. Ce respect qui est naturel et qu'il impose naturellement chez les autres. Et ce qui est marrant, je trouve, du coup pour lui c'est pas marrant, mais les échecs qu'on voit en Ligue des Champions, ils se voient aussi un peu en sélection. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a toujours été un peu le patron incontesté de la sélection, qui a revendiqué ce statut, qui des fois a même joué sur des cordes un peu sociétales en Suède, un peu dénoncé une forme de racisme qu'il y avait autour de lui. Et du coup, il s'est vraiment mis une forme de pression par rapport à la sélection suédoise et il a un rapport avec le public suédois qui est pas si simple. Mais les résultats n'ont jamais été brillantissimes et c'est sans lui qu'en 2018 ça va jusqu'en quart de finale de Coupe du Monde, ce qui était la plus belle performance de la Suède depuis 1994. Et là, cette année, il revient et ça se qualifie pas pour la Coupe du Monde, même s'il a un rôle finalement assez mineur parce qu'il n'était pas vraiment titulaire. Mais il est quand même revenu dans la sélection et ça ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde 2022. Donc voilà, il y a aussi ce truc-là, ce point noir dans sa carrière. Allez, on peut enchaîner avec l'ami David Trezeguet. Trezeguet, donc 44 ans aujourd'hui, seulement 4 ans de plus qu'Ibrahimovic, et pourtant on a l'impression qu'il est d'une toute autre génération. 1m90, le CA Platense, Monaco entre 95 et 2000, la Juve pendant 10 ans, c'est évidemment la grande partie de sa carrière. Hercules Alicante pour une saison, et puis après, là, c'est des petits voyages étudiants. Ouais, quoi. ouais. C'est Erasmus. C'est Erasmus, je cherchais le mot. Donc, c'est Banias SC du côté d'Abu Dhabi, River Plate, Newell's Old Boys, et le FC Pune City en Inde, où il arrête sa carrière en 2014.
Trezeguet, évidemment, le parcours est complètement différent de celui de Zlatan. Parce qu'il a passé en fait 10 ans dans le même club, il fait partie de ces joueurs qui représentent la Juve. Au contraire de Zlatan, lui est resté quand la Juve a été reléguée donc en deuxième division à cause de ses affaires de matchs truqués, etc. Voilà, la Juve, Trezeguet, c'est une partie de l'histoire de la Juventus. Ouais, puis je trouve que c'est représentatif de David Trezeguet, c'est que à la différence d'Ibra où tu pourrais entre guillemets dire que c'est un peu un mercenaire qui va là où le vent l'emporte, l'amour du maillot on connaît pas trop. Trezeguet, t'as l'impression qu'en fait ses choix de carrière sont vraiment guidés par le cœur, quoi. Quand il retourne à River Plate est en D2 aussi. Pour ceux qui ne savent pas, il est franco-argentin, donc c'est l'amour du pays qui le rappelle, et l'envie de s'inscrire dans un club mythique comme River Plate et de le faire remonter en première division. Ils y arrivent, je crois, si je ne dis pas de conneries. Du coup, le fait d'être resté à la Juve, c'est comme on avait pu le dire avec Del Piero, c'est tout, entre guillemets, tout sauf une surprise, parce que c'est un joueur qui a toujours vécu par rapport à son ressenti, par rapport à ce qu'il avait à l'intérieur de lui, plus que par les millions qu'on pouvait lui proposer. Je pense que en 2006, quand la Juve était descendue, vu les statistiques qu'il avait, il devait pas être resté sans offre venue d'ailleurs. Mais c'est vraiment l'amour du maillot, l'amour du football presque plus, qui représente David Trezeguet, quoi. C'est que ça participe au côté extrêmement sympathique du personnage, quoi. Et il y a en effet ce romantisme, parce que comme tu parles de River Plate, c'est son club de cœur, son club d'enfance, quoi. Il a grandi à Buenos Aires et il était vraiment supporter de River. Il y a un côté toujours souriant. Nous, Français, il y a le petit accent qui fait qu'il est très, très charmant. Et puis, il a toujours... c'est un attaquant qui a quand même globalement fait passer le collectif au-dessus de ses états d'âme, même si ça a pu parfois transparaître. Je pense à la Coupe du Monde 2006 notamment, où il a quand même assez mal vécu d'être remplaçant et d'être une roue de secours dans l'attaque de l'équipe de France. Surtout que c'était pas ce qui était prévu au départ. Voilà, c'est un joueur qui, mine de rien, dégage quelque chose de vraiment très positif, un peu solaire. Et j'ai toujours eu vraiment cette image d'un Trezeguet où au final, tu peux quasiment que l'aimer, David Trezeguet. Ouais, un joueur dans le partage, dans l'altruisme. C'est un joueur de duo quand même. Son duo majeur, c'est celui avec Alessandro Del Piero. C'était magnifique. On en a déjà parlé dans un épisode précédent, mais il y avait eu cette saison où il se tirait la bourre pour le titre de meilleur buteur. À la fin, chacun s'offrait les pénaltys. Enfin, c'était vraiment, on était dans le partage. Et c'est d'autant plus remarquable que son style le limitait plus à la surface, c'est moins complet qu'Ibrahimovic, et donc que son métier, ses qualités, c'était d'être avant tout un buteur, un finisseur. Sans les buts, Trezeguet ne serait pas grand-chose. Donc c'est d'autant plus remarquable d'être dans le partage et dans la construction de duo quand on a ces missions-là et ce profil-là de joueur, je trouve. Et donc ça peut nous permettre d'évoquer un peu son profil. C'est vrai que c'est un joueur qui était capable de décrocher, mais qui était quand même avant tout un joueur de surface, Trezeguet. Ouais. Et après, c'est ce qui fait peut-être qu'aujourd'hui, l'image qu'on en a de lui, elle est pas biaisée, mais je trouve que c'est très réducteur sur ce que pouvait être David Trezeguet à la pointe de l'attaque. C'est que oui, un joueur de surface, un joueur de tête qui reste un peu à la Pippo Inzaghi, mais avec un peu plus de talent et de malice, peut-être pas de malice, mais un sens du but plus affiné. Et je trouve que c'est très réducteur sur David Trezeguet, et sur l'image qu'on en a aujourd'hui de lui, c'est que dans l'imaginaire commun, c'est peut-être pas le premier nom quand tu parles d'un attaquant français de l'équipe de France. C'est pas le premier nom un des premiers noms que tu vas sortir. Tu vas sortir Thierry Henry, tu vas sortir, mais même de 98. C'est peut-être pas ce que tu vas peut-être même pas te souvenir qu'il était dans le groupe, parce qu'il a peut-être, mis à part son but en finale de l'Euro 2000, il a moins de moments marquants avec les Bleus
que ce qu'il a eu à la Juve, où il est vraiment adulé quand il retourne à Turin, alors qu'en France, il est peut-être plus dans un certain anonymat, c'est un peu réducteur, mais il fait moins la une s'il va dans un stade. On va peut-être moins l'accueillir, moins l'applaudir que si on montre Thierry Henry sur l'écran géant, quoi. Ouais, en plus, c'est pas trop un joueur de highlight, quoi. Si tu devais faire des compilations de Trezeguet, voilà, s'il met pas des buts incroyables, bon, à part certains, mais il met assez peu de buts qui sortent du lot. C'est pas un joueur qui va popper dans ton fil Twitter un peu comme ça par hasard. Et c'est aussi un joueur qui a pour moi quand même vraiment optimisé ses qualités au maximum. C'est-à-dire qu'on parlait d'un Ibrahimovic qui est taillé comme un dieu grec et qui est vraiment impeccable physiquement. Bah, Trezeguet, c'est un joueur pas hyper physique, il est grand, mais il a pas des qualités physiques hors normes. Il a une détente pas folle non plus. Il va être excellent de la tête, mais c'est pas grâce à sa détente, c'est plus par rapport à son timing. C'est pas un joueur ultra technique. Voilà, il a trouvé sa niche. Je parlais de l'équipe de France, David. Je trouve qu'il y a eu deux vraiment périodes distinctes de Trezeguet en équipe de France. Il y a eu cette période où tout jeune, il a rentabilisé les moindres minutes qu'il avait avec les Bleus. C'est-à-dire qu'il a 5 matchs amicaux seulement avant de partir au Mondial 98. Au Mondial 98, il joue assez peu, mais il marque quand même un but en phase de poule. Ensuite, il y a un retour par la case espoir après la Coupe du Monde. Puis, 7 petits matchs entre 98 et 2000 avec les A. Et ensuite, en 2000, c'est seulement 3 matchs et il a quand même le temps de mettre 2 buts, dont celui dont tout le monde se souvient, plus une passe décisive aussi en finale. Donc ça, c'est la première période. Et ensuite, il y a la deuxième, où pour le coup, il va un peu plus prendre le pouvoir, mais pendant la période de gros creux pour l'équipe de France. Ensuite, il est de retour comme roue de secours en 2006, comme tu l'as souligné tout à l'heure, moment où on retourne en finale et où il rate ce penalty. Ça, il est quand même très paradoxal le parcours de Trezeguet avec les Bleus. Ouais, bah, quand Geoffrey parlait de moments iconiques, ce penalty loupé en 2006, c'est un peu dans la continuité de ce chat noir en séance de tir au but, parce qu'en 2003, finale 2003, il loupe aussi, il rate pas, mais Dida arrête son penalty en finale de Ligue des Champions contre le Milan AC, et c'est aussi une des bascules dans sa carrière, c'est que il ne gagnera jamais la Ligue des Champions. On a parlé, je sais plus quand c'est c'était de Buffon. C'est aussi, quand on avait fait l'épisode avec Buffon, c'est 2 moments de bascule, sauf qu'au final, derrière Buffon arrive à gagner cette Coupe du Monde 2006 où Trezeguet loupe son penalty, et tu as vraiment le sentiment c'est raté, rajoute ce sentiment de parfois un peu joueur oublié, et où on se rappelle de 2 moments iconiques, et de 2 moments iconiques complètement différents, avec la joie de 2000 et la cruauté de 2006, quoi. Ouais, il y a un côté chez Trezeguet un peu loser, et au-delà de ça, même dans l'attitude, je sais pas, quelqu'un qui des fois, c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais tremblait devant les responsabilités. Là où par exemple un Zlatan, même s'il les a pas toujours assumés, les recherchait, j'ai l'impression que chez Trezeguet il n'y avait pas cette âme de je veux être l'option numéro 1 et je veux porter une équipe. Voilà, il avait à chaque fois en fait et je sais pas si en fait il a payé les situations dans lesquelles où il était, ou alors si c'était naturel chez lui, mais clairement il n'a jamais été l'option numéro 1 d'une équipe. Quand c'était avec la Juve, c'était Del Piero, quand il était en équipe de France, c'était un Thierry Henry ou même un Zidane, enfin voilà. Ça n'a jamais été l'icône d'une équipe où le mec qu'on portait, qu'on attendait nous porter au très haut niveau. Et donc du coup, je trouve que ça va avec une attitude. En effet, on parlait d'un gars très sympa, mais peut-être qu'à un moment, il faut être un peu plus méchant, un peu plus sortir quelque chose de soi, un espèce de feu intérieur que peut-être Trezeguet n'avait pas, quoi. Ouais, ce qui fait peut-être qu'il a jamais dépassé les 24 buts sur une saison de championnat. C'est très très correct, mais quand on prend le bilan total, il a 265 buts en carrière, alors peut-être à certains près, on n'est pas toujours sur des stats. Je trouve pas que c'est énorme pour un attaquant de son profil. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il a jamais été le numéro 1, et du coup, il a toujours été obligé de peut-être se battre un peu plus que les autres. À Monaco, il arrive à quand même une grosse concurrence. Il y a Sonny Anderson qui est encore là à l'époque, Endoram, Thierry Henry.
Il se bat, il finit par devenir une pièce maîtresse quand même de Monaco. Il est un élément essentiel de la reconquête du titre de l'ASM. Et puis à la Juve, il est quand même meilleur buteur du championnat dès sa première saison de Serie A, dans un effectif où il y a encore Pippo Inzaghi quand même à la Juve, il y a Del Piero. Donc ça, c'est quand même à mettre à son crédit. Comme tu le dis, il y a cette capacité à marquer des buts de la tête et aussi cette passe décisive à l'Euro 2000, cette passe décisive pour Laurent Blanc à la Coupe du Monde 98. Et moi, ça m'a toujours marqué dans le documentaire Rendez-vous le 9 juillet qui retrace le parcours de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2006. T'as Makelele qui parle de la tête de Zidane arrêtée par Buffon sur le centre de Sagnol en finale et qui dit en gros si c'est Trezeguet il y a but parce que Trezeguet il saura comment la toucher pour que ça aille dans le coin et que ça aille pas directement sur Buffon. Et je trouve que c'est très symbolique de ce qui était Trezeguet de la tête, c'est que c'est un joueur d'une technique et d'une finesse de la tête qui est vraiment que j'ai rarement vu en fait chez un joueur. Avec ses qualités de reprise de volée aussi qui faisait un petit peu sa Exactement. légende. On est bon pour Trezeguet, enfin il y en aura encore à dire, mais on va enchaîner avec Ruud van Nistelrooy. Alors, le néerlandais qui est à peu près de la même génération, il a 45 ans, un an de plus que Trezeguet, 1m88. Alors là, je vais m'excuser aussi pour la prononciation. Aux Pays-Bas, ça commence par le FC Den Bosch, ensuite Heerenveen, le PSV Eindhoven pendant 3 saisons. Il y a ce transfert qui se fait un peu en 2 temps à United parce qu'il doit partir. Il se blesse gravement et finalement il part une saison plus tard parce que Ferguson ne l'a pas lâché. Il va passer 5 saisons à United, puis 4 saisons au Real Madrid et ça va se finir avec une saison à Hambourg, une saison à Malaga, voilà, pour finir tranquillement. Alors c'est peut-être très personnel, mais moi je trouve que Van Nistelrooy c'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu sous-estimé ou j'aime pas employer ce terme parce qu'on l'emploie tout le temps de sous-côté, mais c'est pas le premier nom qui nous revient quand on repense aux grands attaquants de l'histoire. Pourtant il a toute sa place dans le débat et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a mis dans ce trio aujourd'hui. Vrai buteur unique quand même l'ami Van Nistelrooy. Ouais, bah, je crois que c'est le 5e meilleur buteur de Ligue des Champions. Je l'ai noté. Je te le retrouverai pendant le 6e meilleur buteur de l'histoire de la série. 6e meilleur buteur de Ligue des Champions. Et comme tu dis, c'est au final, c'est peut-être pas un joueur le nom quand tu vas faire un Sporcle pour les meilleurs buteurs de la Ligue des Champions. Tu peux passer à côté de Van Nistelrooy. Tu peux passer à côté de Van Nistelrooy et tu penses surtout pas qu'il est à ce niveau-là. Et puis au final, c'est très, très bizarre, entre guillemets, cette place de 6e buteur de Ligue des Champions parce que c'est pas vraiment une compétition où il a rayonné en tant que tel, en tant que collectif. Ouais. Je crois qu'il fait jamais de finale. Ah non. Il doit passer 2 ou 3 fois vraiment la phase de groupe quand il est à Manchester, quoi. Donc c'est quand même très... on parlait d'Ibra, de son incapacité à décrocher la coupe aux grandes oreilles, mais au final un buteur comme Van Nistelrooy, t'en attends peut-être, c'était dans un collectif bien plus huilé à Manchester, mais t'attendais que ça soit le renard de surface, le grand attaquant qui te permet d'accrocher une coupe aux grandes oreilles, et ce qui au final n'a jamais réussi, quoi. Un peu comme Zlatan, il y a ce côté pas là au bon moment en fait. Il est à Manchester de 2001 à 2006 et Manchester gagne des champions en 99 et en 2008. Quand il va au Real, c'est un Real quand même qui ne passe pas les 8e de finale de Ligue des Champions. Jamais. Donc c'est improbable en fait dans l'histoire du Real, ça n'arrive quasiment pas. Donc voilà, c'est comme on le disait avec Zlatan, quand c'est des hasards qui se répètent, c'est plus un hasard, et donc il y a certainement quelque chose qui manquait chez Van Nistelrooy, et pourtant c'est, comme on l'a dit, 6e meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il fait quand même 2 saisons à plus de 10 buts en Ligue des Champions, c'est jamais anodin. Il fait même une saison où il est meilleur buteur et meilleur passeur de Ligue des Champions. Donc là aussi ça montre le profil assez large du joueur. C'est vrai qu'on dit qu'on n'en parle pas suffisamment peut-être et qu'on le valorise pas assez. On valorise pas aussi assez, je pense, chez Van Nistelrooy son côté vrai joueur d'équipe. Je trouve que justement c'est assez néerlandais comme formation, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette image d'attaquant néerlandais qui très naturellement en fait sont à la fois des buteurs mais aussi des joueurs pour le collectif, qui sont portés vers les partenaires, qui sont d'excellents passeurs, qui ont une excellente vision du jeu. Et c'est vrai que c'est pas forcément l'image qu'on avait du Van Nistelrooy un petit peu malin et très fort pour se placer dans la surface.
mais il avait cette vraie capacité à donner des ballons de but à ses partenaires. Ouais, c'est un profil assez complexe à analyser, pas aussi simple que ce qu'on pourrait le penser. Il a été formé comme milieu de terrain, alors on a l'impression que les mecs sont tous formés à un autre poste à chaque fois qu'on en parle, mais il a été formé comme milieu de terrain, assez jeune, hein. Mais du coup, voilà, ça donne un joueur qui est techniquement, en fait, qui était à l'aise au final, qui était pas le grand gaillard qui sait rien faire de ses pieds, loin de là, mais qui restait un buteur hors pair, meilleur buteur de 3 championnats différents quand même, intéressant. Son record de 10 buts de suite, enfin dans 10 matchs de suite en première ligue a été effacé par Jamie Vardy la saison du titre de Leicester, si je dis pas de bêtises. Il a souvent été au coude à coude avec Henry pour être meilleur buteur de première ligue, donc ça vous place quand même un bonhomme. Et tout à l'heure tu disais que tu étais surpris qu'il soit 6e meilleur buteur de la Ligue des Champions. Avant l'arrivée des monstres comme Ronaldo et compagnie, il a été 2e un temps. Il était juste derrière Raoul, quoi. Donc vraiment buteur, un buteur d'exception, quoi. Ouais, et puis je trouve qu'en fait, il symbolise, tu parlais de son duel avec Thierry Henry, je trouve que ça symbolise très bien le duel fratricide, pas fratricide, mais le duel entre Arsenal et Manchester dans ce milieu des années 2000 où les deux clubs se tirent la bourre. Et je trouve que, ouais, comme tu dis, sur son profil, il avait cette capacité à jouer dos au but dans des petits périmètres à l'entrée de la surface. Il finit avec une 70-75 passes décisives dans sa carrière et je trouve qu'il a fait évoluer son jeu en même temps que son physique déclinait parce que c'était un attaquant qui n'était pas très rapide, on n'allait pas lui demander de faire des roulettes et comme pouvait faire Ibra, mais je trouve que son physique un peu banal pour un joueur de son envergure lui a desservi au fil des saisons, alors qu'on pouvait s'attendre à ce que ça soit un joueur qui, vu qu'il n'a pas basé son jeu sur son profil de jeu, sur son profil physique, aurait pu continuer des années et des années. Et je trouve qu'il a décliné, et du coup a été obligé de se réinventer un peu plus du côté du Real Madrid surtout. Ouais, et puis en plus, au-delà de son déclin physique, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais chez Trezeguet, où à partir de 30 ans, en fait, Trezeguet, il disparaît des radars du foot européen globalement, là où on dit qu'un Ibra est encore là à 40 ans. Chez Van Nistelrooy, il y a en effet cette capacité à se réinventer, et malheureusement, en fait, il y a grave blessure au genou à 32 ans, et lui, pour le coup, contrairement à Ibra, qui a réussi à en sortir et à s'en remettre, Van Nistelrooy, ça a été clairement le chant du cygne à ce moment-là. Là, il y a eu un vrai déclin et il a finalement disparu des radars autour de 32 ans. Il finit à Hambourg et à Malaga, mais c'est globalement avec un impact minime sur la destinée de ces clubs-là. Il y a quand même moi j'ai quand même une petite impression, c'est qu'il y a eu un petit déficit de légitimité, j'ai eu l'impression chez Van Nistelrooy, où alors c'est pas très clair parce que je me suis renseigné un petit peu, mais cette fin d'aventure à Manchester United elle est pas très claire. Il est mis sur le banc par Ferguson, c'est au moment de l'émergence de Ronaldo, petite embrouille avec de CR7, Rooney. Il y a des embrouilles avec CR7. Je regardais un doc Canal sur lui récemment où il t'explique que Van Nistelrooy n'hésitait pas à bien charger Ronaldo à l'entraînement pour lui dire non, c'est pas comme ça qu'on attaque un ballon, etc. Donc je pense qu'il avait son ego aussi. Alors ils expliquent qu'au début, son départ, il comprend pas trop pourquoi il est mis de côté comme ça. Je pense qu'après, il explique lui-même dans le reportage qu'il a appelé Ferguson deux ans plus tard pour s'excuser de son comportement sur la fin. Donc je pense que c'est un joueur qui avait un vrai ego aussi, et on peut le rapprocher de ouais, bah c'est ça. En vrai, on parlait de Van Persie la dernière fois. On retrouve quand même ce dénominateur commun à chaque fois au moins chez les attaquants néerlandais. Ça devait pas être un joueur extrêmement facile à gérer dans un vestiaire. Pour autant, une fois qu'il est arrivé au Real, on a quand même senti qu'il était noyé au milieu d'une marée de stars et que ça n'a pas forcément été facile pour lui non plus, quoi. Ouais, et puis je trouve que en fait, le Real, ça correspondait entre guillemets pas à sa personnalité, où lui quand même si c'était à Manchester, il était quand même il était en retrait, il était dans un club à la renommée mondiale, mais qui restait quand même assez familial dans l'état d'esprit. Et là, tu arrives au Real Madrid, qui est reconnu mondialement, etc., mais où la star, c'est pas le collectif, c'est les joueurs. Et je trouve qu'il faisait un peu de tâche, même si c'était pas le grand Real du début des années 2000 et ensuite du début des années 2010. Mais je trouve qu'il faisait un peu de tâche au milieu de tous ces joueurs
Même sur le terrain, des fois, tu le voyais qui était là sans être là, un peu, pas je m'en foutiste, mais ouais, qui finissait sa carrière parce qu'il devait la finir dans un grand club et qu'il avait toujours ses capacités de buteur incroyables, comme je crois que sa première saison, il finit meilleur buteur de Liga, donc il avait toujours ce sens du but, mais que tu avais l'impression qu'en fait, ça matchait sans matcher, en fait. C'est vrai qu'il est pas très réel en fait. Il est clinique, il est efficace, mais il est pas très spectaculaire. C'est une personnalité assez discrète finalement, dont on sait assez peu de choses, qui sort pas vraiment du lot. Et en fait, je pense que ça joue aussi sur l'aura qu'il a aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les années 2000, en effet, par son impact statistique, il aurait dû beaucoup plus marquer nos esprits que ce qu'il a fait. Et du coup, c'est lié à ses échecs en Ligue des Champions ou en sélection, parce qu'il fait partie de cette génération néerlandaise qu'on annonçait à chaque grand tournoi parmi les favorites et qui se crachait en gros après avoir roulé sur la phase de groupe. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette personnalité vraiment voilà, un petit peu en retrait et ce style très épuré finalement qui fait que c'est un joueur qui a traversé en marquant beaucoup de buts, qui a traversé son époque en marquant beaucoup de buts, mais sans vraiment marquer l'esprit des gens. C'est un peu un genre Bayern Munich en fait, en Nistelrooy quand il clairement, pense. Franchement, un peu un Lewandowski ou même Müller, même si Müller c'est un peu plus extravagant parfois. Froideur, ouais. Mais c'est vraiment c'est la froideur allemande en fait. J'aurais été curieux de le voir en Bundesliga. Peut-être pour terminer, je sais pas si je vais répéter ce que tu as dit tout à l'heure, David. J'ai un petit doute. Je m'étais noté un truc par rapport pour revenir à notre angle Ligue des Champions, c'est qu'il a dépassé qu'une seule fois les huitièmes de finale. Je sais plus si c'est ce que tu disais. J'ai dit une ou deux fois les poules. Mais ouais. En fait, il dépasse une fois les huitièmes ou l'écart quand c'est ce que je disais tout à l'heure, quand il y avait 2 phases de poule puis directement l'écart. Franchement, c'est pas ridicule, c'est dur à dire, mais quand tu as joué à Manchester au Real, c'est quand même terrible. Et il fait cette demi contre le Bayer Leverkusen, qui va derrière en finale et qui perd sur la volée de Zizou. Demi où il marque, etc. Et c'est par contre, je trouve que contrairement aux deux autres, et notamment à Ibra, il a été plus actif dans les parcours en Ligue des Champions de ses clubs, c'est-à-dire qu'il a beaucoup marqué, on l'a dit. Et lui, souvent, il a quand même fait sa part du boulot, et c'est collectivement que ça n'a pas suivi pour aller plus loin en Ligue des Champions. Allez, il est temps de passer au temps additionnel. 3 minutes de bonheur en plus. Geoffrey, on t'écoute pour ton classement. Alors, en titulaire, Zlatan Ibrahimovic. Une forme d'évidence quand même, parce que malgré tous les défauts qu'il peut avoir, que ça soit son arrogance, bon après certains peuvent dire que c'est une qualité d'ailleurs, mais son arrogance, son attitude pas toujours cool avec les arbitres, ses partenaires, les adversaires, etc. Malgré ses échecs en Ligue des Champions, malgré son parcours en sélection nationale, quelle carrière quand même. Quelle carrière, ça fait 20 ans qu'il est là, 20 ans qu'il est au plus haut niveau. Il a des pics énormes, on n'en a pas parlé, mais il fait quand même une saison à 50 buts avec Paris. C'est une saison où Paris, d'ailleurs, c'est le meilleur pari pour moi de QSI avec Laurent Blanc en 2015-2016, une saison à 50 buts. Il a été primordial dans dans quasiment tous les clubs où il est passé. Vraiment, pour moi, il n'y a que le Barça où c'est un échec, mais sinon, quasiment partout où il est passé, à part peut-être à la Juve. Mais sinon, elle a toujours été brillantissime. Il a apporté aussi... Par exemple à Paris, voilà, si le club a grandi aussi vite, c'est aussi parce qu'il a amené une exigence et une façon de responsabiliser tous ses partenaires qui s'est un peu perdu par la suite finalement. On le voit avec son départ en fait, il y a aussi des choses qui ont disparu. Donc ça aussi, il y a un vrai côté leader chez lui. Et puis voilà, le mec est encore là à 40 ans, franchement c'est respect total. Ensuite en remplaçant, je vais prendre Trezeguet. Déjà parce que finalement c'est un rôle qu'il a un peu plus expérimenté que les deux autres, au moins en sélection. Et puis voilà, mine de rien, c'est un joueur, je pense, quand on est français de notre génération, qui nous a forcément marqué parce que l'Euro 2000, parce que la Coupe du Monde 98, parce que aussi la Coupe du Monde 2006, ça nous marque du mauvais côté. Mais c'est aussi un joueur que j'appréciais beaucoup par son attitude, par son humanité. Un attaquant, voilà, on parle beaucoup de la solitude et de l'égocentrisme de l'attaquant. Voilà, chez Trezeguet, il y avait quelque chose de très humain que je valorise finalement. C'est un joueur un peu anachronique. Je ne sais même pas si aujourd'hui il arriverait à survivre dans le foot encore plus individualiste que ce qu'il a connu dans les années 2000. Donc voilà, je le mets en remplaçant parce que c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection, vraiment sincère. Et Van Nistelrooy au placard parce que
voilà, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est un joueur qui pourtant est pile dans la génération où je suivais le foot, mais vraiment, voilà, le foot, c'était ma vie. Je regardais les matchs de Première Ligue sur Canal, je regardais l'équipe du dimanche tous les dimanches. Enfin voilà, et c'est un joueur qui aurait dû me marquer beaucoup plus que ce qui m'a marqué. Et en fait, pour moi, ça va avec à la fois un profil de joueur dont j'étais pas non plus ultra fan, et en effet une personnalité qui passait sous les radars et qui m'intéressait pas spécialement. Et en plus, voilà, Manchester, Real, c'était pas des clubs pour lesquels j'avais une affection folle. Donc en effet, les stats sont belles, le profil de joueur est vraiment très cool et très complet, mais c'est un joueur qui ne m'a vraiment pas marqué. Alors je vais aussi prendre Ibrahimovic en titulaire. Bon, globalement, j'ai pas énormément de nouveaux arguments à apporter. Hein. Pour le coup, là, je vais vraiment me concentrer sur le football, sur les qualités du joueur. Et il fait partie de ces joueurs aujourd'hui. Tu peux prendre Neymar, tu peux prendre Ronaldo un peu encore aujourd'hui. Mais en fait, il me fait beaucoup penser à Neymar dans le sens où dès qu'il prend le ballon, dès qu'il frappe le ballon, qu'il centre, c'est toujours proche de la perfection. Alors c'est peut-être un peu moins vrai avec Neymar aujourd'hui, un peu plus en difficulté. Mais tout ce qu'il fait est très souvent proche de la perfection, que ce soit physique, technique. C'est vraiment extrêmement impressionnant. C'est le côté ultra complet de ce joueur qui me marque. Et il a jamais... alors, est-ce qu'on le met dans les points positifs ou négatifs? Mais il a jamais joué dans une équipe qui marchait sur le reste de l'Europe. Il y a eu cette aventure au Barça qui a tourné court. Mais pour le reste, il n'a pas été dans le plus grand des Milan, il n'a pas été dans le plus grand Paris, il n'a pas été dans le plus grand Inter, ni dans la plus grande Juve. Mais pour autant, il a toujours réussi à marquer ses clubs, comme tu l'as dit. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ensuite, en remplaçant, je vais quand même mettre Van Nistelrooy. Pour qu'on remette un petit peu de lumière sur ce joueur qui est trop oublié par rapport à tout ce qu'il a fait, notamment en termes de statistiques pures sur la scène européenne. Voilà, il est top 6 buteur Ligue des Champions, c'est pas rien. Joueur quand même de qualité que vraiment j'ai redécouvert en allant me repencher un peu sur les vidéos, etc. Parce que j'avais vraiment une image très différente de lui avant de repréparer cet épisode où je l'imaginais comme un joueur assez inintéressant. En fait, dans le jeu, il apportait des choses, il était assez atypique. Donc je vais le mettre là, voilà, pour qu'on lui remette un petit peu de lumière dessus. Et après, malheureusement, Trezeguet arrive au placard. Alors si on faisait un classement de l'affection, il serait titulaire de tous les titulaires de jeu en triangle. Hein. Ça, clairement, à part Juninho et David Beckham pour ses coupes de cheveux, j'en mettrais pas beaucoup plus au-dessus de lui dans mon estime. Mais sur un terrain dangereux. Juninho, David Beckham. Ah oui, oh là là. Oui, bah on fera un épisode en parlant de Beckham, on fera un épisode sur les joueurs surcotés plus tard, mais voilà, énorme affection pour David Trezeguet. Mais je trouve que il y a un truc d'étiquette de pur buteur qu'on lui colle et qui se retrouve pas tant que ça dans les statistiques. Donc je trouve qu'il y a ce petit décalage qui fait que je vais le mettre au placard. Et bah moi, si on avait fait le classement il y a 2 ans, je ne l'aurais pas mis titulaire, mais je vais mettre Ibra titulaire parce que déjà je trouve que son retour au Milan AC, là si on recommence à parler du Milan comme une place forte de l'Italie et qui est amené à rejouer au moins les huitièmes ou les quarts de Ligue des Champions, c'est en grande partie grâce à Ibra, et malgré le fait qu'il soit revenu à 38 ans, on a vu que son jeu et son poids dans le vestiaire et dans l'équipe était toujours aussi intact. Donc pour moi, il mérite cette place de titulaire parce qu'il a fait passer un cap au Milan, il fait passer un cap au PSG. Le seul bémol que je peux lui mettre, c'est qu'au final, quand il joue dans 2 grosses... Alors tu parlais que c'était pas la grande Juve, pour moi au contraire, je trouve qu'il n'a pas réussi à s'imposer dans une Juve qui était ultra dominante. Et c'est ce que je peux lui reprocher, c'est que dès qu'il se retrouve, comme ça a été le cas au Barça, dans un collectif où il n'était pas la pièce centrale, il avait vraiment du mal à s'intégrer, et ce côté un peu égoïste ressortait dans le mauvais sens. Donc c'est le seul reproche que je peux lui faire avec son manque d'impact en Ligue des Champions. En remplaçant, je vais mettre David Trezeguet. C'est vraiment par rapport à, là, comme tu dis, l'affect. Par rapport à... Donc je vais parler en même temps de Van Nistelrooy que je laisse au placard, mais David Trezeguet, pour moi, comme pour tous les deux, je pense,
Il y a les moments marquants, alors, négatifs avec la Coupe du Monde 2006, mais il y aura toujours ce but à l'Euro 2000 qui correspond, Geoffrey et moi, je pense plus que toi, à notre... on avait 10 ans, on était vraiment en âge de comprendre le foot plus qu'en 98. Et c'est vraiment les premiers souvenirs, les premiers cris de joie que j'ai avec l'équipe de France. Et du coup, dans mon subconscient, dans mon subconscience, c'est David Trezeguet. Je pense Euro 2000, je pense David Trezeguet. Donc c'est ce qui me pousse à le mettre remplaçant et à laisser Van Nistelrooy qui, malgré son statut de sixième meilleur buteur de Ligue des Champions, a moins de moments iconiques, passe presque plus pour un attaquant lambda. C'est moche de dire ça d'un tel joueur, mais comme on l'a dit, c'est qu'il n'a pas de moment où on se dit ah putain ouais, sur cette action-là, il dribble 3 joueurs ou il met une retournée en pleine lucarne. Il y a vraiment moins de moments iconiques et ça me pousse à le laisser au placard. Bon, si on a des auditeurs néerlandais, vous nous direz ce que vous pensez de ces analyses sur l'ami Ruud van Nistelrooy. En tout cas, n'hésitez pas à partager cet épisode, à le commenter, à mettre des pouces aussi sur YouTube quand on mettra l'épisode sur YouTube. David, Geoffrey, merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et on a hâte déjà d'enregistrer les prochains. On a pas mal d'idées là qui nous excitent un petit peu là. Pour tout vous dire, on est patient sur certains noms parce qu'on a envie de les sortir au bon moment, dans le bon contexte, mais il y en a, ça commence vraiment à nous démanger. Donc bonne journée messieurs, on va y réfléchir. Allez, ciao.